Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le rebond qui a eu lieu cette nuit et puis on va aller voir pas mal de choses autour de la stablecoin dominance, probablement la paire Ethereum BTC aussi. On va se concentrer un petit peu sur est-ce que c'est le début d'une altcoin season ou pas, et puis après le travail habituel qu'on fait autour de la liquidité. Je vous ai recollé là le fractal sur lequel on avait travaillé, je crois, dimanche dernier, il y a une semaine. Qui était en fait d'avoir recollé ce qui s'était passé en novembre 2020 et puis la suite sur la correction actuelle. Pourquoi je l'ai recollé? Parce qu'il semblerait vraiment que ça soit un peu un scénario qui se reproduise, un fractal. Vous voyez ici, on avait parlé ici de revenir corriger sous la structure sans nécessairement perdre le plus bas. Personnellement, moi hier, c'était pas ce que je privilégiais. Mais voilà, parfois en fait les mouvements arrivent quelques jours après ce qu'on avait pensé, et puis on a réfléchi aux divers scénarios, etc. Quand je vous ai présenté ce scénario-là, c'était pas non plus nécessairement ce que je disais, je ne disais pas, c'est sûr que c'est ça qui va se passer, mais ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire que on avait eu effectivement en novembre 2020 un petit peu ce genre de structure en montée comme ça, qui était venue corriger assez fort, mais sans entamer la structure précédente, la petite structure précédente, rebond sur la structure précédente, et là on en serait globalement à peu près là. C'est-à-dire que désormais, on aurait une attaque de ce creux-là, validation de ce creux comme étant effectivement un endroit majeur, un endroit qui doit tenir, et si on arrive à le valider comme ça, et bien après redépart et accélération haussière, pourquoi pas. Voilà ce que ça nous donnerait. Bon là, je vous ai collé toute la suite. Pour moi, j'ai essayé d'aligner un petit peu le mouvement, etc. Pour moi, ça aurait du sens que de potentiellement revenir jouer avec les 47-48 000 dollars sur ce mouvement-là, avec un alignement plus ou moins avec les target chartistes qu'on avait. Également, la zone de vente naturelle, on va dire, qui serait un retracement de 0,618 de la baisse précédente, retracement haussier. Donc voilà, intéressant de garder ça en tête. On verra si c'est plus ou moins ça qui se met dans les tuyaux ou pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, la structure actuelle ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait eu en novembre 2020, surtout si on continue ici avec une extraction haussière. Potentiellement, ce que ça nous donnerait ici, ce serait tout simplement, encore une fois, comme je vous l'expliquais, réattaquer ce creux-là une fois, potentiellement autour de la zone des 22,3, quelque chose comme ça, sur laquelle on aura potentiellement ici un support assez fort aussi. Donc, peut-être un endroit où se placer en longue ici si la structure nous donne des jolies choses, et ça nous donnerait, si on fait le même fractal, encore une fois, une structure un petit peu en descente comme ceci, assez longue dans le temps, et pas nécessairement quelque chose, une correction impulsive. On va voir si c'est ça qui se met dans les tuyaux ou pas. Voilà. Hier, on avait avancé la possibilité que il y avait pas mal de liquidités en dessous, et c'est ce qu'on va voir aussi sur la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'on en a dorénavant encore plus. Ici, et je ne peux pas résister ici à l'envie d'envoyer ce petit gif, parce qu'on peut pas l'envoyer tous les jours quand même, hein, la fusée qui décolle, c'est plus ou moins une ou deux fois par an. Je crois qu'on a fait la plus belle journée de l'année, là, de 2023 jusque-là. Donc, autant se faire plaisir quand on peut l'envoyer. Alors à ce stade, il faut comprendre que oui, effectivement, on a de la liquidité en dessous, et je pense que quand on fera l'analyse de liquidité, on va d'ailleurs aussi aller voir, éventuellement dézoomer un petit peu et reprendre un petit peu de distance pour essayer de comprendre où est-ce qu'on en est sur la liquidité. Est-ce qu'on a réellement énormément de longues qui sont garées sous cette structure, ou alors est-ce que cette correction qu'on a faite là, on a quand même sorti une bonne partie? C'est ce qu'on va voir notamment dans la liquidité. On va s'intéresser maintenant plus ou moins à la structure, donc là on est en daily, on va regarder sur le 4 heures. Quelque chose que je partage pas mal sur la section affiliée du Discord, c'est tout simplement ces signaux d'achat du Luxalgo Premium, signaux d'achat-vente. Et là, effectivement, on avait eu un joli signal d'achat sur la journée du 14 en 4 heures, et vous le voyez également que en daily on a un signal d'achat aussi en strong. Alors là il est arrivé le jour même, donc j'ai pas regardé exactement à quelle heure, à quel moment ce signal là s'est allumé, mais voilà, en 4 heures en tout cas le signal était plutôt bon, que de dire voilà, achat ici, et effectivement cassure de structure, etc. Sur le Luxalgo Price Action, pareil, on a des choses intéressantes à regarder, notamment sur le 4 heures, si ça veut bien se mettre en place. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un break de structure ici qui est très important.
Très important parce que BOS, donc Break of Structure, très important parce que il est en ligne continue. Ça veut dire que c'est un mouvement qu'on appelle swing, c'est-à-dire que c'est un mouvement où on peut peut-être estimer que ça va partir pour... ça pourrait partir pour des trades, on va dire, assez longs, hein, des trades en swing, c'est des trades de plusieurs semaines. Et donc là, on avait eu un change of character ici, un changement de caractère de la structure 4 heures. Ça s'est fait plus ou moins le 13 février. Hier, on avait remarqué que tout était plus ou moins aligné entre la 15 minutes, la 1 heure, la 4 heures et la daily sur cet indicateur-là. Et également, on voit ici qu'il y a un break de structure majeur qui se fait puisque effectivement, on vient casser les 24,255, les 24,3. C'était un niveau que j'avais marqué comme étant extrêmement important hier aussi. On va regarder Ethereum rapidos. Ethereum, là où c'est intéressant, c'est que en fait, on était plutôt positionné sur un range. Et globalement en fait on vient chercher sous le range ici, on vient vraiment cueillir toute la liquidité là pour le coup, et là on est désormais au contact de la résistance haute du range. Donc on est à un point là où Ethereum peut nous dire bon, soit je réintègre et je continue mon range tout simplement, soit effectivement je pète haussier. Quand est-ce que ça devrait s'accélérer si jamais on pète haussier, pardon? Eh bien au 1714 $, on peut estimer qu'il y a beaucoup de shorts qui sont au-dessus de ce nouveau point là. Si jamais ici Ethereum arrive à transformer l'essai, pour moi c'est juste une question de temps avant de retaper la première target qu'on avait, qui était ici les 2000 $, tout simplement, puisque on avait reporté le mouvement ici de A en bas de B, et on avait considéré que tout ceci était plus ou moins un bull flag. Donc voilà, sur Ethereum, voilà l'idée. La structure est plutôt jolie aussi, on avait ce W weekly qui a touché sa target. Et pour l'instant, on est parti potentiellement pour jouer une continuation haussière sur ce stade-là. La différence pour moi, c'est que ici, Ethereum n'a pas attaqué, il a attaqué tous ses creux précédents. On est vraiment venu chercher sous la structure hein, sur Ethereum, contrairement à Bitcoin où il y a une partie de la structure qui est, on va dire, restée intacte. Ethereum contre Bitcoin, pareil, logique de range pour moi également. Vous le voyez ici, on est en 4 heures, ouais, très bien. Eh bien, là, pour le moment, on navigue ici entre ces deux bornes et on n'a pas ici de signal que ni ça va tenir. Hein, c'est tout à fait possible de venir chasser la liquidité dessous. Pour l'instant, on trouve support là-dessus. Est-ce que Bitcoin va surperformer Ether ou pas? On peut regarder ce genre de map qui est très intéressante, la map de Coin360, où on voit que effectivement, puisque là on est en valeur BTC, moi c'est pour ça que j'aime bien regarder cette map, on voit qu'effectivement Ether est en train de surperformer BTC très légèrement. Et voilà, on voit que la plupart des coins, pour le moment, font des rebonds qui surperforment BTC a priori. Quand on regarde le Alt Season Index, même chose, on voit qu'on est sorti plus ou moins d'une Bitcoin Season, on est un peu au milieu de rien. Quand on était ici en Bitcoin Season, on avait dit, bon, bah, ça pourrait être intéressant d'accumuler des alts et potentiellement de jouer la prochaine Altcoin Season sur laquelle, bien entendu, les alts surperforme BTC. Pour le moment, on est peut-être en train de se diriger vers ça. On n'a pas redépassé les 45 ici. Hein. Vous voyez qu'on est à 39. Hier, on était à 41. On n'a pas redépassé les 45. Donc, est-ce que ça va juste nous donner ce type de mouvement? Vous voyez qu'on était monté au 46 ici et puis on était revenu en Bitcoin Season. Ça, c'était autour de avril-mai. Ou alors est-ce qu'on retourne vers la borne ici, vrai alt season, comme ça avait été le cas ici, vous le voyez en août, où on avait eu d'abord un rebond sur Bitcoin autour de juillet, et courant août on avait eu une mini alt season. Je pense que c'est peut-être plutôt ça qui est en train de se mettre dans les tuyaux. On va voir si le temps me donne raison ou pas. Donc ça c'était pour EtherBTC. EtherBTC, il faut bien comprendre que la vraie résistance à passer, elle est là. Elle est à 0,082. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde la structure sur du un peu plus long terme, on a une énorme tasséance qui tient depuis 2018 maintenant. Énorme tasséance ici, vous le voyez, la tasse et la anse. Et là, si jamais on arrive à casser cette ligne de coup là, qui en plus représente même la ligne de coup d'une épaule tête-épaule inversée qui se trouve juste ici, et bah du coup on a des targets complètement hallucinante pour Ethereum BTC, c'est-à-dire que Ethereum performerait 2 fois plus, voire plus que Bitcoin, et arriverait ici à des niveaux vraiment conséquents, c'est-à-dire ici on a le 0,15, et si vraiment on prend la target ultime de cette séance, ce qui est, je pense, un peu présomptueux quand même, mais pourquoi pas, soyons fous, ça nous emmènerait à une target de 1 Ether égale 0,40 Bitcoin. Donc vraiment une target
hallucinante, c'est-à-dire quasiment Ether à la moitié du prix de Bitcoin. Ça reste du chartisme, il faut ici simplement comprendre que vraiment il y a quelque chose d'énorme à passer ici. Pour le moment on se fait rejeter ici à chaque fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, si on prend même plus ou moins une borne, vous le voyez ici un peu élargie, hein, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça au niveau de, on va dire un rectangle, qui soit plutôt un rectangle de résistance, vous le voyez ici. Eh bien, on n'arrive vraiment pas à dépasser cette zone. Ici, on a eu un faux signal, un fake out, et on a continué à reconstruire bien cette anse-là. La grande question ici pour moi, c'est est-ce qu'on rejoint cette ligne de tendance-là? C'est-à-dire, est-ce que tout d'un coup, il y a une explosion et qu'on va tout de suite au 0,10? Ça, c'est une première possibilité, si jamais, effectivement, il y a une grosse performance, une altcoin season, par exemple. Et donc ça serait possible. Si on arrive à passer ce point-là, il va nécessairement y avoir une accélération. Bon, vous comprenez ici que, on va dire, ça dépend de où on est BTC à ce moment-là, mais bien entendu, un Ether qui soit déjà autour des 0,13, 0,15 BTC, ça fait un doublement de la valeur d'Ether par rapport à Bitcoin, par rapport au point actuel. Pour le moment, c'est pas du tout dans les tuyaux, on est plutôt encore une fois sur la borne basse du range, mais à surveiller quand même. La stablecoin dominance, ici. Point intéressant aussi, point pivot, voilà, c'est l'instant, j'en parlais hier sur le Discord, mais c'est un petit peu le moment... soit c'est Lamborghini, soit c'est Fiat Panda, un petit peu, hein, à ce stade, c'est-à-dire qu'on rattaque ici un support des 12%. Extrêmement important de le péter parce qu'après on n'a plus grand chose pour aller au bas de canal ici, donc ça veut dire lancer un mini bull run, hein. Et ici vous comprenez que la target elle se situe quelque part, elle est en tout cas bien au-dessus des 30 000 $ si on arrive à faire ce type de mouvement là. Voilà, 7% de stablecoin dominance, on reviendrait au prix auquel était Bitcoin en mars 2022, on regardera exactement combien c'est, mais pour le moment on n'a pas transformé l'essai là, il faudrait vraiment une belle bougie qui vienne bien casser dessous et une belle clôture, quasi même là c'est du daily mais peut-être du weekly. Vous voyez que ce qu'on avait éventuellement mis en avant quand on a fait ce mouvement là, c'est attention, les 12% sont effectivement un support, on a retrouvé support ici, et assez souvent d'ailleurs les lignes médianes de triangle symétrique jouent un rôle après dans le futur, et là c'est le cas, et vous voyez qu'ici on avait trouvé support, on est revenu retester cette résistance qui est celle en fait de ce double top là, et pour le moment on est en train de retester à nouveau ce support. Si jamais on arrivait à perdre ce support, vous comprenez que si la stablecoin dominance diminue, et ben les prix des cryptos augmentent, hein, ça paraît évident, et ben à ce moment là on donne naissance à ce gros double bottom là qui lui-même a une target autour de 7%. Donc très intéressant à regarder. L'action de prix, enfin l'action sur la stablecoin dominance ici nous donne un signal comme quoi si on arrive vraiment à péter ça, encore une fois on se dirige potentiellement sur des niveaux qui correspondent à peu près au niveau du 31 mars 2022 sur Bitcoin. Et quand on était autour du 31 mars 2022, j'essaye de voir ici, on était quelque part par là, hein, oui c'est ça, mars, avril... 28 mars, on était à 47 000 $. Voilà, admettons, si vraiment on arrive à mettre en place potentiellement ce qu'il est en train de se mettre en place là sur la stablecoin dominance et qu'on perd ce support, à ce moment-là, on peut bien entendu imaginer que Bitcoin ira beaucoup plus haut. Un moment Nutella également sur cette trend, je vous en ai pas mal parlé aussi ces derniers temps, c'est tout simplement la market cap totale des cryptos moins les stablecoins. Donc intéressant de voir sur toute la crypto qu'on va appeler spéculative, en tout cas celle qui bouge, eh bien on n'avait pas encore vraiment passé cette trend là, et maintenant depuis hier soir potentiellement c'est chose faite avec une clôture daily au-dessus. Il faut que ça tienne, il faut réintégrer ça, ça peut éventuellement retester, ça irait dans le sens du mouvement que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire une attaque du creux précédent sur BTC. Mais en tout cas, ça c'est très encourageant également de voir qu'on pète cette trend weekly qui était vraiment ici quelque chose à passer pour moi. En tout cas, dans mon esprit, on est sur une confirmation potentielle que on est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire les news et je crois que sur Wall Street Journal, on n'a rien. Sur Finbold, des nouvelles au niveau du procès XRP contre la SEC. Globalement, il va probablement être révélé les documents, ce qui s'appelle les documents Inman. Inman, c'était le mec qui dirigeait la SEC avant Gary Gensler. Et en fait, il avait plus ou moins dit à l'époque, dans des emails, dans des correspondances, etc., avec pas mal de gens, et bien que pour lui, et Bitcoin et Ethereum étaient des commodities et pas des securities. Donc ça veut dire que la SEC a été considérée comme non compétente
intéressante à ce stade-là. C'est une partie de la défense de Ripple que de dire, regardez, on n'a pas pu mettre des contrats d'investissement sur le marché puisque le boss de la SEC, tout simplement, disait que ça n'en était pas. Donc c'est un petit peu ça, la défense. Probablement qu'ils vont être ici divulgués. En tout cas, il y a une demande qui a été faite à ce stade-là pour que vraiment ils soient divulgués. Ça fait pas mal de temps que ça existe. Ils ont été divulgués au niveau du juge, mais ils n'ont pas été divulgués au public. Donc ça pourrait être intéressant de voir ici qu'est-ce que ça va nous dire de ce côté-là. Ici, un article à charge aussi contre la SEC qui dit que la SEC, finalement, je sais pas si vous avez vu, mais si vous l'avez pas vu, si vous avez Netflix, allez voir le documentaire sur Bernie Madoff qui s'appelle Madoff et où on voit l'incompétence totale de la SEC par rapport au Ponzi qu'avait construit Madoff, tout simplement parce que Madoff est considéré comme un dieu vivant à l'époque à Wall Street. Et même chose au niveau du scandale Enron, donc les deux plus gros scandales de ces dernières années. Et bien sûr, là, force est de penser et de constater que il n'a rien été fait non plus pour vérifier ce que faisait FTX dans ses petits comptes et que vraiment ici ils sont passés totalement à côté de l'affaire FTX, tout simplement parce que ils sont trop proches, on va dire, voilà, des cercles du pouvoir. Et c'est ce que un petit peu cet article à charge contre la SEC, excusez-moi, Pirototo. Cet article à charge contre la SEC est en train de nous dire, c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que la SEC est peut-être totalement incompétente, tout simplement parce que trop imprégnée des hautes sphères du pouvoir. Et on voit que théoriquement Gary Gensler, puisqu'il a fait des cours au MIT sur le sujet de la crypto, donc théoriquement c'était quelqu'un qui était extrêmement proche des milieux crypto, on va dire, et à l'époque quand il avait été élu, ça avait été plus ou moins dit que c'était une bonne chose pour la crypto qu'il soit élu, et là en fait on ne sait pas du tout ce qu'on a eu dernièrement. Et en ce moment beaucoup d'attaques, vous l'avez vu, notamment le BUSD en ce moment, etc., toutes ces choses-là, beaucoup d'attaques contre la crypto. Ici Charlie Munger, ensuite sur MarketWatch. Aujourd'hui, dans 30 minutes, on aura des informations sur les demandes d'emploi aux États-Unis. Je pense que ça peut être une data intéressante au sens où on aimerait bien être au consensus ici sur cette data-là. Le consensus, il est de 200 000 demandes d'emploi, donc une légère augmentation par rapport au précédent. Donc le marché s'attend potentiellement ici à ce que le marché de l'emploi refroidisse, mais alors c'est très léger, vous le voyez, 4 000 pour 200 000. Refroidisse très légèrement, avoir une news un peu meilleure pourrait ne pas être très bonne pour les marchés, et avoir une news beaucoup moins bonne. Ici, c'est un peu contre nature, mais il faut que le marché de l'emploi aille un petit peu plus mal que ce qu'il est actuellement pour que les marchés le prennent bien, les marchés financiers, j'entends. Donc voilà, sur les news de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura ? On aura les minutes de la Fed qui vont sortir mercredi. On aura toujours pareil les demandes d'emploi, et on aura vendredi pas mal de news autour de l'inflation avec le PCE, le Personal Consumption Expenditures, c'est-à-dire plutôt, on va dire, l'indice que va plutôt suivre la Fed par rapport au CPI. Le CPI est plus ou moins fait pour le grand public, et ici le PCE est vraiment plutôt un indice beaucoup plus technique que la Fed aura plutôt tendance à suivre. Donc voilà pour les news. On va maintenant aller faire la liquidité, mais juste avant, je vous envoie la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges ? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID.
et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc hier on a liquidé 200 millions de dollars, vous le voyez, quasiment la moitié sur Bitcoin uniquement, et presque 120 millions, donc un peu plus de la moitié, sur Ether et Bitcoin confondus. Le carnet d'ordre, et là c'est intéressant, on commence à avoir des ordres à la vente ici. Alors est-ce que c'est du spoofing, c'est-à-dire des faux ordres? C'est des ordres qui peuvent disparaître juste avant le moment où le prix ici s'en rapproche, en fait 5 minutes avant les ordres disparaissent, ou alors est-ce que c'est des vrais ordres qui sont positionnés à la vente? En tout cas c'est assez conséquent, puisque sur les 25 000 dollars, on a à peu près 600 bitcoins qui sont positionnés à la vente, 25 100 plus 200, encore 25 150, tous les 50 dollars. Ici, on a des ordres d'à peu près 150 bitcoins, à peu près 1200 bitcoins ici qui sont peut-être destinés à faire barrage au prix. Ou alors tout simplement quelqu'un qui veut vendre également. On a quelques ordres qui se sont faxés ici dans la zone de rebond, donc ça c'est intéressant aussi, c'est pas encore incroyable mais c'est plutôt intéressant. Et quand on a traversé ici cette bougie, vous voyez qu'on a pris 375 bitcoins ici, 170, il y a eu déjà pas mal de bitcoins qui effectivement ont été positionnés à la vente. Est-ce que c'est la même baleine ici qui essaie de dropper un peu ces bitcoins en pensant que le prix va descendre ou pas? Voilà, c'est des bonnes questions. Est-ce que c'est du spoofing? Les manières de regarder le carnet d'ordre, elles sont relativement ici dépendantes tout simplement de certains biais également qu'il faut ou il ne faut pas avoir, mais à ce stade en tout cas pas mal de bitcoins positionnés dans la zone des 25 000, donc attention à ça. Quelqu'un qui essaye de faire de la distribution ici. Je regarde un petit peu plus près. On n'a pas d'ordre majeur ici à la vente d'ici là, hein. Pour le moment, vraiment le premier gros ordre, on va dire, qui va se situer à 24 900. Ensuite, ici sur le carnet d'ordre, je vous ai déjà fait les niveaux, puisque je vous ai envoyé pas mal de vidéos assez longues quand même cette semaine. Donc là, j'ai préparé un petit peu l'histoire au minimum. Eh bien, globalement, on avait pris pas mal de niveaux ici sur la route. C'est également parce que j'ai besoin, moi, de suivre les niveaux que j'en ai mis pas mal en avant. Vous voyez que finalement, on a, à part 21.8, on n'a pas ici accumulé énormément de niveaux de longue, mais par contre, ces niveaux-là, excusez-moi, ici sont vraiment conséquents, hein. Il faut comprendre que ici, dans la zone des, je dirais 22 000 à peu près, il y a quand même déjà pas mal de niveaux. Ici, on a été fortement shorté sur le top local, vous le voyez, puisqu'il y a une divergence entre le prix qui latéralise, l'open interest augmente, et le funding qui descend. Donc ça veut dire il y a du short. Des spreads qui commence à être vraiment, de manière intéressante, plutôt positif. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Si on veut soutenir un mouvement haussier sans avoir à prendre la liquidité en dessous, il va nous falloir des spreads qui sont positifs d'une manière assez violente. Un petit peu comme ça avait été le cas, si je dézoome ici, et là, je viens de passer en 12 heures. Un petit peu comme ça avait été le cas sur les périodes de bull run, finalement, où on avait quasiment 200 $ de spread, 100 $ ici, vous le voyez. Pour l'instant, on est juste à 20-25 $, mais il va falloir ici que les spreads passent fortement positifs. Il va falloir une demande très soutenue au spot si jamais on veut continuer dans ce sens-là. La deuxième chose où il faut faire attention, c'est que on arrive ici au-delà de... Vous voyez qu'il y a un range au niveau de l'open interest ici, c'est-à-dire qu'on a tendance à déleverager, on a tendance à enlever les leviers dès qu'on touche la barre rouge là, et on a tendance à accepter de rajouter du levier, à accepter de rajouter des contrats dès qu'on touche la barre jaune.
sur l'open interest. D'ailleurs, c'était une analyse qu'on avait eue à peu près par ici quand on était post-FTX en disant bah en fait on n'a jamais été aussi shorté que maintenant. Enfin, tout ce qu'il y a au-dessus c'est que du short quasiment. On a quasiment liquidé tout le monde. Enfin, on a sorti tous les longueurs ou une grande partie en tout cas. Et on avait dit on est en bas du range, donc a priori il se pourrait vraiment que le marché soit extrêmement haussier au sens où on pourrait short squeezer et en même temps accepter de rentrer du long dessous. Et c'était plutôt la bonne analyse à avoir à ce moment-là puisque le marché nous a donné ce magnifique double bottom et puis ensuite extraction haussière. Donc, il faut bien comprendre que oui, il y a de l'argent là, et cet argent en fait correspond, vous le voyez ici quand on va il y a à peu près 2 milliards en position non leveragée, il y a à peu près 2 milliards à prendre. Vous comprenez qu'hier on a pris 200 millions dans la journée, ne serait-ce que sur ce petit mouvement ici de 10%, donc le marché pourrait avoir envie d'aller nettoyer tous ces mecs là si jamais le prix lui en donne l'occasion, si jamais il y a des narrations qui et un mouvement de sentiment qui peut permettre d'aller par là. Et maintenant on a énormément de monde qui reste au-dessus, et il faut comprendre ici que bien évidemment dans ces gens-là il y a probablement beaucoup de shorts de couverture, c'est-à-dire que vous couvrez votre investissement en ouvrant un short qui sont encore en position, alors que les longues vont plutôt avoir tendance à prendre TP sur la montée. Les shorts de couverture ils sont là justement pour couvrir, donc il n'y a aucun intérêt ici à les fermer au sens où ils sont censés tout simplement juste couvrir votre portefeuille d'investissement. Donc des shorts qui restent longtemps dans le temps sont probablement plus acceptables que des longues qui restent longtemps également dans le temps. Bien évidemment, celui qui a longué ici sur la structure, il va petit à petit monter son stop de manière à un moment donné, prendre son TP sur la prochaine correction. Donc ça, c'est très important à comprendre. Sur Ethereum, c'est à peu près équivalent en termes de structure. Vraiment, il n'y a pas énormément à dire là-dessus. Vous voyez que la grosse zone, elle se trouve plutôt pour moi dans les zones basses ici. On a pas mal de monde ici dans cette zone-là. Là, on est sur le 12 heures, je pense. Donc, on va passer un peu plus près du prix. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est pareil, le top local est shorté, le bottom local est longué. On a pris beaucoup de monde sur la route ici. Il y avait pas mal de points que je vous ai du coup enlevés. Mais effectivement, on a deux top locaux ici, celui-ci et celui-là, qui sont à ce stade relativement shortés. Donc pour l'instant, le sentiment serait plutôt bon pour continuer en dessous, tant qu'on ne vient pas perdre le creux précédent. C'est-à-dire que le creux précédent, il y a beaucoup de monde. Donc ça voudrait dire altérer la structure. Donc ça veut dire on remet en cause plus ou moins la totalité du mouvement. Donc, à bien comprendre ça, c'est-à-dire que en ce moment, on a vous le voyez d'ailleurs, les niveaux de funding commencent à être conséquents, 0,02 ici sur Ether. Bon, c'est pas non plus énorme, mais ça commence à être des niveaux assez importants, ne serait-ce que quand on regarde un petit peu en arrière. Passer sur une time frame un peu plus grosse, vous voyez qu'on commence à atteindre des niveaux, bon là on en a un petit peu corrigé une partie, mais on avait commencé à atteindre des niveaux assez conséquents, donc attention à ça. Il y a effectivement de la liquidité ici qui se trouve bien évidemment au-dessous, pardon. Poche de liquidité, c'est ce qu'on va regarder ensemble aussi. Alors les poches de liquidité, on en a une qui est relativement évidente et bien évidemment elle est en dessous. Sur les 5 derniers jours, on a cumulé énormément de positions. En position leveragée, 23 milliards, vous le voyez ici, ne serait-ce que sur Bitcoin. On a complètement bouffé toute cette zone-là de valeur qui était vraiment conséquente. Et à ce stade, les shorts se réveillent, mais c'est pas non plus incroyable. Vous le voyez quand on voit ici la valeur d'une manière graphique, ça parle déjà un petit peu plus. On a effectivement des shorts qui se réveillent et on a quelque chose à prendre, ne serait-ce qu'au niveau des 25, voire 25,4. Moi personnellement je table sur 27 pour ce mouvement là, c'est-à-dire que je pense qu'on peut monter à 27 avant de faire la fameuse correction dont je vous parlais, c'est-à-dire rattaquer le creux précédent, mais il est possible que la structure se retourne là tout de suite. Tout simplement parce qu'il y a énormément de valeur en dessous, ne serait-ce que sur les 5 derniers jours. Et encore une fois, là, on parle de position leveragée, c'est-à-dire qu'il faut les diviser par 50. Il faut diviser la valeur par 50 pour vraiment avoir ce qu'il va être liquidé si jamais on descend en bas. C'est pour ça que je dis bien à chaque fois position non leveragée ou position leveragée. Ici, en position leveragée, on a quand même ici pas mal de valeur à venir prendre. Comprenez bien que sur ce mouvement-là, on a pris 200 millions, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Donc, le mouvement inverse dans l'autre sens, on peut potentiellement prendre la même chose si ce n'est plus, peut-être 300 millions. Il y a peut-être 300 millions là ici entre maintenant et les 21,4, 21,5 sur BTC. Ensuite sur Ether. Sur Ether, même analyse,
énormément shorté ici, et je vous l'avais expliqué sur la partie plate, voilà, on a été pas mal shorté. Ici, même chose, on n'a pas non plus énormément de short en dessous, et beaucoup de monde qui s'est faxé sur ce rebond-là, notamment cette bougie-là. En l'occurrence, 1586 sera un bon niveau, et si vraiment on venait tout nettoyer, à peu près les 1480 sur Ether pour venir vraiment faire le mouvement inverse, tout simplement prendre la liquidité dans l'autre sens. Sur la heatmap en 12 heures, une autre manière un peu plus graphique de voir où sont les liquidités, et surtout avec des time frames qui sont un petit peu différentes. Sur la 12 heures, on voit qu'on a pas mal forci dans la zone des 22. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, et on voit également que oui, effectivement, le top local a été shorté, et on a une zone de valeur également à venir prendre au-dessus des 25 000 $. Donc ça, c'est important. La 12 heures, on est effectivement shorté au top local, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite, sur la 7 jours, qui a vraiment, je trouve, fait légion dernièrement, finalement, plus grand-chose à prendre, sauf à dire qu'on va au-dessus des 26, 26,3, et moi, vous savez que mon scénario, pour le moment, je le place plutôt à 27, mais énormément de valeur, et là, pour le coup, on sera en dessous des 21 si jamais on devait corriger la 7 jours, ça altérerait vraiment énormément la structure. Ensuite, on regarde la 1 mois, on la regarde pas souvent, mais là du coup c'est pour voir un petit peu où on en est, encore une fois parce que je vous disais, un short a plus de chances de tenir un mois dans le temps qu'un long, et là on voit énormément de valeur ici, autour des 20 800 sur la 1 mois, on a vraiment pas mal de thunes à venir chercher dans ce coin-là, et on voit également que si on devait continuer ce mouvement, c'est effectivement la zone des 26,3 et potentiellement 27 000 $ qu'il faudrait atteindre. Est-ce qu'on pourrait là par exemple latéraliser pendant un certain temps, ou encore descendre tout doucement pour engranger du short, pour retrouver un nouveau souffle de manière à venir le péter? C'est vraiment une bonne question à se poser, et ça serait là pour le coup une parfaite allitération de ce que on avait eu en novembre 2020, le fractal que je vous avais montré. On va revenir sur le prix et faire la conclusion. Donc le prix ici, voilà. Alors du coup, au niveau de la structure, déjà, c'est vraiment propre. C'est vraiment propre, avec, on le voit sur le Lux Algo Premium, des endroits où on a des niveaux strong au niveau achat, etc. Et on n'en a pas tous les 4 matins, donc ça c'est plutôt propre également. Si on regarde sur le Lux Algo Price Action, on voit qu'il y a un break of structure ici, on voit que vraiment, la structure daily, elle est continuelle, on va dire. On est dans la continuation ici de plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, et de plus bas, de plus en plus haut. Si on arrive vraiment à transformer l'essai ici, prendre cet order block qui est autour des 25,2 avec ce break of structure là, c'est-à-dire comme il y a une cassure de la structure de marché, la prochaine target elle se trouve ici à peu près autour des 31-32 000. Moi personnellement, et c'est pour ça que je vous dis que je pense que si on va là-dedans, si on passe ça, voilà, pour moi ma première target elle est plutôt de venir réparer l'imbalance qu'on avait eu là-dessus. Donc en l'occurrence autour des 27-28 000 à peu près à ce stade-là, là. Et après je pense que la structure pourrait peut-être corriger et revenir rattaquer ce plus bas là. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va corriger maintenant. Voilà, tout est possible à ce stade. Sincèrement, moi, en fait, c'est pas un coup de bol, mais j'avais longué en fait le CPI précédent. J'étais rentré en bas de structure ici à peu près vers 21,5, 21,6 sur une figure chartiste qui me plaisait bien. J'avais mis 25% de mon capital dessus, et pour l'instant j'ai tenu ce trade. J'ai pris un TP à 22,3 et j'ai pris un deuxième TP à 23,4. Et pour le moment j'ai un reliquat là-dessus. J'avais renforcé mon trade juste avant le CPI. J'ai failli clôturer au moment où j'ai vu les chiffres du CPI. Heureusement je l'ai pas fait. Je me suis dit bon écoute, essaye de limiter tes pertes s'il y en a, voilà, resserre un peu ton stop loss, etc. Mais essaye de quand même rester là-dedans. Et en fait, là, du coup, j'ai garé mon stop vraiment juste en dessous de la structure. C'est-à-dire que si on regarde la 15 minutes, je l'ai vraiment mis volontairement très serré. Au sens où, du coup, s'il est pris, ça me va, ça fonctionne pour moi. Je l'ai mis exactement ici. Ça me va, ça fonctionne pour moi. Si on fait ce mouvement-là, et du coup, j'aurais pris ce que j'aurais dû sur ce trade-là. Et j'ai réuni les deux trades en un trade. Donc volontairement trop serré, si vous voulez, hein. Ce stop là il est trop serré. Théoriquement un stop on devrait plutôt le mettre au milieu de rien, mais là moi volontairement je préfère locker mes profits ici dans cette zone, voire même, potentiellement tenter ici de prendre à nouveau un TP partiel à la reprise de ce dernier plus haut là. Et puis pour le moment mon take profit total, encore une fois, est autour de 27 000 $. Ça fait plaisir. Ici on pourrait très bien être dans un flag. Vous le voyez ici, un bull flag, hein.
tout à fait possible aussi. On verra ce qui se passe en fait si jamais on arrive à casser la résistance en haut hein, de ce mouvement-là. Là. On le voit très bien ici. Donc si jamais ça c'est un bull flag, c'est-à-dire qu'on fait là une correction à peu près au 24 350 et que derrière on repart, eh bien ça sera le mât reporté au point de cassure. Comme ceci, donc si ça c'est un bull flag, effectivement en target, en time frame 15 minutes, la prochaine target elle est autour des 26 600. Voilà, ça pourrait être dans les confluences de ce que je vous dis. Donc voilà pour la 5 minutes, on a fait du coup là. Donc voilà, alors la question, est-ce qu'on va continuer haussier ou pas là-dessus? Vous savez que moi parfois je me plante, mais j'aime bien donner mon avis. Je vois pas l'intérêt ici de vous faire toute une vidéo d'analyse si à la fin je vous donne pas moi ma direction préférentielle, on va dire. Alors donc bien évidemment, il y a des fois où je me plante complètement et c'est normal parce que je vous dis pas juste les deux cas, tout ce qui est qu'est-ce qui peut arriver exactement, quels sont les deux cas possibles où ça monte ou ça baisse. Personnellement, moi, quand je regarde un analyse que j'aime bien, ça m'insupporte un petit peu de pas avoir son vrai avis. Alors parfois, vous pouvez vous faire vous le vôtre, et je vous engage d'ailleurs à faire le vôtre, c'est-à-dire vous devez avoir votre avis, puisque c'est tout simplement votre argent, c'est votre prise de risque, c'est vous qui acceptez ou non de prendre tel ou tel risque, donc du coup, vous devez être absolument, et ça c'est fondamental, d'accord avec ce risque que vous prenez. Vous ne devez pas pouvoir ne pas faire votre propre autocritique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez suivi quelqu'un qui vous a dit, moi je pense que ça va là-dedans, ça veut dire que vous avez pris le risque à sa place en fait, hein, d'une certaine manière, et donc du coup vous allez pouvoir avoir des mouvements on va dire émotionnels qui vont être totalement différents de ce que vous auriez dû avoir si vous aviez fait votre propre analyse, analysé votre risk reward et que vous vous étiez lancé dans un trade qui correspond à votre propre analyse. Donc moi mon idée c'est plus de vous aider à donner les outils que moi j'utilise pour faire mon analyse, mais l'idée c'est que vous ayez un avis différent du mien. J'aime beaucoup l'esprit ici de contradiction que par exemple certains peuvent avoir sur le Discord, etc. Moi, ce que je trouve intéressant ici à ce stade, c'est que déjà, on regagne, et on le fait très rapidement, on regagne la ligne orange, celle qui est là, qui pour moi est pour le moment l'épine dorsale de ce mouvement. Hein. Et là, vous voyez que on y est revenu très très fort, on y est revenu très très vite. Donc, est-ce qu'on va pas la retester via ce flag et repartir ici sur une nouvelle vague haussière qui pourrait nous emmener vers les 26-27? C'est déjà quand même ici quelque chose qui pourrait en tout cas être mis dans l'analyse parce que ça aurait du sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on part sur un fait que, si vous voulez, d'une certaine manière, bon là, il a été retesté, donc c'est un petit peu différent, mais on dirait que cette structure-là, en 5 minutes, ressemble un petit peu à un fractal de ce qu'on a sur le daily suivant. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait reproduire exactement la même figure que précédemment, ce qui en gros nous donnerait quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, où on vient nettoyer sous la structure, donc entre guillemets, un retest ici de cette zone, mais sans laisser rentrer plus bas. Par exemple, ce genre de choses. Et après, la suite, on la connaît pas. Elle est soit là, mais pour l'instant, la suite, on ne la connaît pas. La suite du daily pourrait nous donner la suite du 15 minutes, mais on en est à peu près ici à cet endroit-là. Donc, intéressant de voir qu'en tout cas, on a mis ce W weekly à peu près sur la même, exactement dans les mêmes conditions un petit peu que ce qu'on avait fait sur le bull run de janvier. Hein. Ça serait plus ou moins le bull run qu'on a fait en janvier. Et ça serait la toute première correction qu'on a eue, suivie d'une deuxième. C'est pour ça que je vous redessine exactement la même chose. On pourrait faire ici un copier-coller de on va le faire, d'ailleurs je mets en pause et puis je vais le faire comme ça au moins. Voilà, en termes de fractal, c'est pas extrêmement propre, hein, ce que je vous ai collé là, mais en gros, ça nous donnerait un petit peu ce genre de situation très exactement, c'est-à-dire là, on serait dans un flag qui va nettoyer en haut, puis nettoyer en bas, qui va être un petit peu plus long que ce qu'on nous avait donné. Ensuite, on aurait cette espèce de dôme avec une espèce de, vous le voyez ici, de signal, un petit peu de correction baissière, et ensuite, on reviendrait tester le niveau actuel, c'est-à-dire les 24 737, avant une extraction à la hausse qui serait autour des 27 000. Voilà, moi, ça serait vraiment ici peut-être quelque chose que je verrais plutôt comme étant une possibilité dans les tuyaux à partir du moment où on a vraiment bien retourné la structure daily ici et qu'on est désormais dans une logique où potentiellement on a cette structure daily qui est très jolie et qui nous donne potentiellement une continuation haussière. À partir du moment où on casse quand même pas mal de trends, à partir du moment où effectivement si on a ces signaux que la stablecoin dominance va effectivement perdre les 12%, etc. Si toutes ces choses-là s'alignent bien, pour moi, à court terme, 27 000 avant une correction, c'est un bon niveau. Et la correction, on pourrait la retrouver pas forcément sur des niveaux plus importants que les niveaux actuels. C'est ce que je vous ai montré dans le fractal. Maintenant, pour moi, on a tellement de valeurs
Ici, quelque part dans ce creux-là, en fait, finalement, là, il y a beaucoup de valeur, qu'il est tout à fait possible également que le prix se dise, bon, bah, je viens d'abord choper une partie de cette valeur, au moins ce qu'il y a entre les deux, et potentiellement ici retester la ligne de coup de ce W. Elle a déjà été testée une fois, mais on pourrait la retester une deuxième, et elle est très exactement ici, à 22 000 $. Ça pourrait faire sens aussi, c'est-à-dire que ça serait même plutôt sain que de nettoyer en amont cette valeur résiduelle qui est restée un peu trop longtemps puisque en fait là l'extraction haussière elle n'a pas eu lieu tout de suite, vous le voyez, et là en fait c'est dans cette zone là plus ou moins qu'on a un peu amassé un peu trop de monde. Donc pour moi, entre 21,5 et 22 000, il y a beaucoup de valeur. Le problème, c'est que si jamais on attaque ce creux-là un peu trop violemment et qu'on vient chercher vraiment la liquidité dessous, bah, quelque part, il y a une forme de perte de la structure momentanée, on va dire, voilà, la jolie structure qu'on a en daily, et bah, quelque part, ça va l'altérer un petit peu, donc ça va être compliqué de continuer à avoir confiance, bien entendu, dans ce type de mouvement. Ensuite, par la suite, le fait que la liquidité, ensuite, elle reparte en haut. Il faut bien comprendre ici également que sur BTC USDT, autant pour moi, et ben on est en milieu de range sur l'open interest, on est vraiment en plein milieu, donc faut vraiment faire attention à ça. Quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde un peu où on en est sur la situation, vous voyez qu'on est dans des zones où le prix pourrait risquer de vouloir faire un deleveraging. Un deleveraging, c'est quoi? C'est un épisode comme celui-là, où ça descend très fort et très violemment. Un deleveraging, c'est un épisode comme celui-là, où ça descend très fort et violemment, vous le voyez ici. La fois suivante où on avait deleveragé, c'était je me rappelle très bien de cette journée d'ailleurs, qui avait été très compliquée, la journée du 4 décembre 2021. Et ici, il faut bien comprendre que pour l'instant, on est en train d'en accepter de moins en moins. Si je vous donne une borne haute au niveau du range ici, vous voyez qu'il y a même une tendance. On pourrait même se dire que je vais augmenter ici l'open interest. Voilà, ça va être plus simple. Voilà, il y a peut-être une tendance à accepter de moins en moins de leviers au fur et à mesure du temps. Donc là, peut-être que, on peut estimer que oui, ça accepte de releverager dans ces zones-là, mais que la prochaine fois, finalement, on est très très proche du point 6,1 milliards ici, donc 500 millions de plus, et le prix dit bon bah ok, maintenant il va falloir dégraisser un petit peu, il va falloir faire un petit nettoyage de printemps, histoire de dégraisser un petit peu, donc attention à ça. Donc personnellement, moi je trouve la structure super jolie. Je trouve que même là, ce qu'on est en train de dessiner là actuellement, qui est un flag en fait, est plutôt sexy aussi. Donc peut-être ici on va dire une zone où potentiellement en fait ce qu'on accumule, vous le comprenez là, et c'est la psychologie d'un bull flag d'ailleurs, c'est qu'on accumule des stops de shorter au-dessus, mais qu'on n'accepte pas d'accumuler des stops de longueur. Donc à chaque fois qu'il y a des longues, on les sort, et puis au bout d'un moment, on a accumuler tellement de stop shorter ici au-dessus qu'on arrive à l'extraction haussière de ce type de structure-là. Donc au niveau chartisme, c'est plutôt des figures qu'on aime voir, et c'est plutôt des figures, on va dire, qui seraient positionnées plus ou moins sur des structures d'achat. Donc à ce stade, peut-être un retest ici de cette fameuse ligne orange vers une extraction haussière à 27K. Ça serait potentiellement peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre dans les tuyaux. À ce stade, en tout cas, moi, ça serait potentiellement, étant donné la structure que je vois aujourd'hui et la liquidité, le fait que le top local a quand même été un petit peu shorté, etc. Oui, on a du monde en dessous, mais pour le moment, il semblerait que les spreads positifs tiennent, etc. et qu'on n'a pas nécessairement ici besoin, en tout cas dans l'immédiat, de venir nettoyer plus bas. Donc, j'aurais pour target potentiellement ici, moi, plutôt les 26 500, 27 000 $ dans les tuyaux pour les prochains temps. Maintenant, si jamais on voit que à l'inverse, le prix vient juste faire ça, et qu'il prend juste la liquidité qui est là, et que là il y a un fort retournement et qu'on perd ici la totalité de la structure, à ce moment-là c'est une structure de retournement, vous le comprenez, on est sur un double top, etc. Donc là on reverra un petit peu ces prévisions haussières plus ou moins à la baisse. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue et finalement on arrive quand même à 43 minutes, donc autant pour moi, c'est juste que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'aime beaucoup faire ces analyses là, etc. Donc du coup vraiment c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, et du coup voilà, j'arrive ici à des moments où potentiellement eh bien je parle plus qu'il ne faut.
ici, voilà, peut-être cette petite tendance. On voit ici des convergences quand même sur la droite, cette fameuse droite orange. On voit ici également qu'on avait eu du mal à la passer, et quand on la passe, on a à nouveau une jolie poussée. Ça doit correspondre également au point précédent, c'est-à-dire que là, si on est à plat, si on prend le point précédent auparavant qui était le haut de la structure, c'est-à-dire les 24 300, eh bien, c'est normal que ça accélère derrière, puisque en fait, on liquide toutes les liquidations, tous les points de liquidation qui étaient là et tous les stops qui étaient garés, petit à petit, en fait, se liquident les uns les autres, c'est-à-dire que à chaque fois qu'une liquidation se fait, elle vient chercher la liquidation suivante, etc., puisque les liquidations font des ventes au marché. Quand vous touchez un point de liquidation, votre position elle est vendue market, et donc du coup comme elle est vendue market, si jamais c'est par exemple une grosse position, eh ben elle a tendance à faire augmenter le prix en l'occurrence, puisque là on est sur des shorts. Donc en fait la notion du short, c'est une vente à découvert, c'est-à-dire que vous vendez, vous empruntez un BTC, vous le vendez d'abord, et puis ensuite vous attendez que ça baisse, et quand ça a vendu, vous rachetez un BTC et vous revendez. Donc bien évidemment une liquidation de short égale un acte d'achat. Donc du coup c'est pour ça que ça fait augmenter le prix, et là on a eu une cascade de liquidation de short en haut ou short squeeze, ou voilà, appelez ça comme vous voulez. Donc on a bien nettoyé la structure au niveau des shorts ici sur cette zone là. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir nettoyer des shorts qui sont beaucoup plus anciens, puisqu'on arrive dans des zones beaucoup plus anciennes. Donc ici on va avoir besoin de demandes au spot pour continuer à pousser ce mouvement. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens considèrent que 24 500 $ c'est un bon point d'achat pour rentrer, ou alors est-ce que tout simplement ils attendent un prix plus intéressant, peut-être autour des 20 000, etc. Beaucoup de gens qui sont pas rentrés sur ce rallye, qui malheureusement n'ont pas pu recharger comme ils voudraient en amont, etc. Et donc du coup qui potentiellement attendent des prix plus intéressants pour bloquer le prix si jamais il y a chute. Donc voilà, à voir, mais personnellement, là la structure elle est plutôt jolie, donc moi dans ces moments-là, le seul truc il est de bonne augure et de bonne composition de jouer, c'est de surtout pas essayer de shorter ces trucs-là. Il faut une structure pour shorter, et pour l'instant, la structure que je vois, elle est pas nécessairement ici adéquate pour ça. Mais plutôt essayer de continuer avec ce qu'on a déjà en trade, à suivre le mouvement potentiellement, et puis potentiellement si jamais une autre action, un autre endroit se représente et qu'il est intéressant pour re-rentrer longue, pour l'instant toutes les structures sont encore une fois plus ou moins alignées pour éventuellement faire cela. Maintenant comprenez bien, ici on a énormément de monde en dessous. S'il y a une structure qui se présente pour shorter, il faudra la prendre parce que ça risque d'être un très beau short, et que ici on a nettoyé la liquidité fraîche. Toute la liquidité fraîche qui est en fait, les stops étaient garés là, c'est ce qu'on vient de faire là à l'instant, c'est-à-dire que là on avait tous les stops et les points de liquidation des shorters, c'est pour ça que ça y va assez violemment. Tout ça c'était frais, et maintenant on parle de niveaux qui sont beaucoup plus anciens. Les 25 002 sont des niveaux beaucoup plus anciens, donc sur lesquels potentiellement il y a déjà de la valeur qui a disparu, qui a déjà pris profit, etc. Et donc du coup attention à ça, il va falloir que soit les shorters nous aident à l'instant T, on remet de la liquidité fraîche en short sur cette structure là pour repartir encore plus haut, donc le sentiment doit être entre guillemets mauvais à ce stade, soit tout simplement ce qu'il va falloir, c'est tout simplement une énorme demande au spot, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, je m'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, éventuellement venez nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir dans les liens d'affiliation toutes ces choses-là s'il y a des choses qui vous plaisent, notamment sur les Lux Algo, les indicateurs, enfin voilà, les bouquins, il y en a vraiment beaucoup ici. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question à la con du jour, elle sera sur quelle est votre saison préférée? Question à la con, vraiment, là pour le coup, on est vraiment sur une question à la con complètement. Quelle est votre saison préférée dans l'année? Est-ce que c'est l'hiver, l'automne, le printemps ou l'été? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.